Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, et Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui a pour titre cette semaine « La démocratie sur des braises ». Il est ainsi chapeauté « Où en sommes-nous exactement après cette passe d'armes si chahutée entre l'exécutif et le législatif, entre le pouvoir et la rue, entre le président et les Français ?» En rompant le contrat tacite passé avec les citoyens, le président prend le risque d'affaiblir lui-même la démocratie en la vidant de son principe actif. À quelques semaines du premier anniversaire de sa réélection, il est plus que jamais seul face à un pays au bord de l'explosion. Nous mettrons en ligne mercredi la troisième de nos conversations avec Philippe Martin, fondateur de la société de production cinématographique Les Films Péléas. Comment on peut faire l'apprentissage du cinéma en étant pendant quelques années chauffeur d'un producteur, Maurice Bernard, et d'une actrice, Jeanne Moreau. Comment François Truffaut a donné à un jeune cinéphile les clés de ce qui se joue sur les plateaux de tournage sans jamais le rencontrer. Comment celle qui produisit entre autres Bresson, Demy et Nina Companèse, Mac Bodard, et celui qui fut le Monsieur Fiction d'Arte, Pierre Chevalier, comment ils ont inspiré sa façon de faire. C'est notamment de cela que nous parlerons avec Philippe Martin. Le prochain enregistrement public, c'est dimanche prochain, le 2 avril, à l'école alsacienne. On peut s'inscrire dès aujourd'hui. Et je signale aux auditeurs suisses ou frontaliers que nous serons de nouveau le vendredi 28 avril à 19h à la Fondation Michalski à Montrichet. L'enregistrement en public de la semaine prochaine aura cette particularité d'être un enregistrement non pas d'une émission d'actualité, mais d'une émission thématique qui sera consacrée à l'Iran et dont l'invité, Farhad Khosrow-Kavar, vient de publier un livre dont vous aurez les références sur notre site. Il nous a paru en effet qu'il n'était pas possible de continuer à ignorer la situation en Iran, ou en tout cas à regarder ailleurs plus longtemps. Je vous propose que nous nous intéressions à la réforme des retraites, ou plutôt à son projet, et à sa loi, et à la manière dont elle a accéléré la décomposition politique. Par les tensions qu'elle suscite, la réforme des retraites a accéléré ce processus de décomposition du paysage politique. La conduite de la réforme a suscité des critiques au sein du MoDem. Selon sa porte-parole, le recours au 49.3 a choqué. Certains élus sont furieux, à l'instar du président du groupe à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei. Aux tiraillements qui se sont fait sentir au sein de la Macronie entre les trois groupes de la majorité relative, Renaissance, MoDem et Horizon, s'en étaient ajoutés d'autres le 2 mars, autour de l'examen de la proposition de loi portée par la vice-présidente Horizon de l'Assemblée nationale visant à instaurer une peine minimale pour les auteurs de délits de violence commis en récidive contre les agents publics. Leurs alliés du camp présidentiel ont rejeté le texte. La réforme des retraites n'est pas qu'une épreuve pour la majorité présidentielle, elle l'est également pour l'opposition de droite. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, les parlementaires, les républicains se divisent entre partisans et adversaires du report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Lundi soir, un tiers du groupe de droite à l'Assemblée nationale, 19 membres sur 61, a voté la motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Au rang des acteurs évaporés figure aussi la gauche réformiste. Les élus socialistes se disent aussi gênés que leurs pairs écologistes et communistes par la politique d'obstruction imposée par Jean-Luc Mélenchon, pas au point cependant de rompre l'union derrière l'insoumis, ni de se désolidariser d'une opposition radicale à la réforme, mais au point toutefois de se diviser, comme en témoigne la tribune sur les retraites publiée dans Le Monde par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, intitulée « Une vraie réforme de gauche est possible ».
Ce texte, signé notamment par les principales figures de son courant, Refondation, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Ce texte est également une critique en règle de la direction du PS qui a décidé de ne pas proposer de contre-projet à la réforme des retraites pour ne pas souligner les divergences de vues au sein des partis de gauche sur ce sujet. Dans le camp du chef de file socialiste, l'initiative a été mal perçue. Opposante sans conviction à la réforme des retraites, la députée du Rassemblement national, Marine Le Pen, profite de la crise politique et institutionnelle qui sévit en France. C'est ce qu'analyse la presse internationale, pour qui Mme Le Pen restera gagnante à l'issue de ce chaos. La réforme des retraites a mis en exergue une nouvelle donne au Parlement, celle d'une fracture entre une gauche qui se radicalise, un groupe LR qui aura étalé ses divisions pendant des semaines, une majorité présidentielle elle-même sous tension et un RN peu audible mais qui cherche à empocher la mise. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je crois que pour bien analyser la situation aujourd'hui, il faut repartir de la promesse, me semble-t-il, non tenue, qui a été celle d'Emmanuel Macron en 2017. Une double promesse, celle d'une recomposition du champ politique avec un dépassement de la gauche et de la droite, et une remise en mouvement de la société française à travers des réformes, une façon de réconcilier le pays autour de l'élan. À quoi assistons-nous aujourd'hui, pratiquement en avril 2023, donc au début de ce second quinquennat? Au fait que la réforme est contestée par plus de 70% des Français. La réconciliation des Français se fait dans le contre, dans l'obstacle, dans une société bloquée. Rappelons que la réforme promise initialement par Emmanuel Macron était une réforme universelle, par points, avec l'idée de recréer un principe d'égalité qui n'existe pas dans le système actuel. Et donc, c'est une France contre le président de la République qui se réconcilie autour du blocage. Et ça, c'est évidemment un échec collectif, me semble-t-il. La deuxième chose, c'est que gauche et droite continue à être le marqueur de notre vie politique, contrairement à ce que nous avait dit le président de la République, mais ce sont une gauche et une droite largement décomposées. Vous l'avez rappelé, la NUP, qui a été un coup de dé électoral réussi, aujourd'hui est tiraillée sur le plan interne d'une manière extrêmement grave, me semble-t-il, et dans cet espace politique qui pourrait être celui de la gauche de gouvernement, il n'y a personne. Au fond, Olivier Faure choisit de ne pas élaborer un discours politique pour ne pas déranger Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas élu à l'Assemblée nationale, mais dont l'ombre, ou même la figure tutélaire et presque totalitaire plane sur l'ensemble de la NUP. Et donc, on a une sorte de gauche qui est réduite, elle aussi, à l'obstruction et qui est une sorte de catalyseur de cette société bloquée, mais qui n'arrive pas à élaborer un contre-discours politique. De l'autre côté, du côté de la droite, sur laquelle Emmanuel Macron comptait pour faire adopter sa réforme, on a vu que les frondeurs, ça existe à gauche comme à droite, et un tiers du groupe, conduit par Aurélien Pradié, a au fond mené une fronde. C'était une fronde assez particulière parce qu'on avait le sentiment pendant plusieurs semaines qu'il discutait en direct au fond avec la Première ministre, et donc un frondeur se voyait au fond donner satisfaction progressivement par Elisabeth Borne, qui lui accordait le fait de baisser l'âge légal de la retraite, qui lui accordait de prendre en compte, d'élargir la notion de carrière longue. Et donc cette façon dont des frondeurs de droite à l'Assemblée nationale ont frondé contre la droite au Sénat était assez extraordinaire pour nous, parce que nous imaginions la droite être le parti de l'ordre. Et de l'autre côté, nous voyons une première ministre qui, elle, se retrouvait dans un débat pas tout à fait assumé, mais quand même assez régulièrement souligné par la presse, alors même que le chef du groupe à l'Assemblée nationale et le chef du parti nous disait qu'il était l'allié fidèle d'Emmanuel Macron. Et là, il me semble qu'il y a eu un problème de calcul trop rationnel, sans doute, d'Emmanuel Macron. Il avait aspiré l'électorat de droite et donc il pensait aspirer le groupe parlementaire. Mais ce qu'on a vu, c'est que travaillait une haine d'Emmanuel Macron qui a progressivement dépouillé la droite de ses parlementaires, de son électorat, et que du côté des jeunes, de ceux qui veulent reconstruire ce parti, au fond, c'était prendre un parti contre Emmanuel Macron et donc sa réforme des retraites, qui était considérée comme la reconstruction nécessaire de la droite. On voit bien que gauche et droite continuent d'exister et que sur ce champ de décomposition travaille aussi un désir de reconstruction. Alors, à partir de là, comment est-ce que la décomposition pourrait permettre une reconstruction ? Je pense que c'est un point qu'il faut aussi analyser. Certainement pas en saucissonnant la démocratie, comme on l'a vu
dans les derniers commentaires, où on nous a dit que c'était pas la démocratie sociale, que c'était la démocratie parlementaire, la démocratie de la rue, etc. Et au fur et à mesure que se délitait le sentiment de pouvoir vivre ensemble, on employait de plus en plus ce terme de démocratie, et ça me semble être un point de vigilance pour nous. La démocratie, c'est une manière de vivre ensemble, c'est une vie démocratique, et on a bien senti qu'aujourd'hui, lorsque chacun se réclamait de la démocratie, c'est au fond qu'il ne voulait pas faire droit à la parole des autres, et que le discours politique était de moins en moins articulé. Il me semble aussi que dans la dernière période, ce qui est apparu, c'est que de nouveaux acteurs ont réussi peut-être à représenter un discours politique qui n'existait pas. Je pense que du côté des syndicats, l'union syndicale qui s'est faite pour lutter contre le projet a été assez remarquable, qu'aujourd'hui on voit bien qu'après le 49.3, le tiraillement est très fort sur cette question du blocage, de la violence, etc. et que Laurent Berger trace des lignes rouges, tout en disant que la principale ligne rouge, c'est au fond qu'il faut qu'Emmanuel Macron retire sa réforme. Et donc la façon dont les syndicats ont remis en scène la notion de corps intermédiaire me semble être un point essentiel. Et puis je terminerai en disant que lorsqu'on nous dit que la jeunesse aujourd'hui, ou plutôt certains jeunes participent de manière beaucoup plus forte que ce qu'on attendait aux différentes manifestations, il reste à ces jeunes à élaborer eux aussi un discours politique et à ne pas se contenter simplement de brûler des poubelles, de manifester pour dire que leur avenir n'a jamais été pris en considération. Comment réintégrer ces jeunes dans le jeu politique, ça me semble être également un point de vigilance important. Nicolas Bavrez. C'est vrai qu'il y a un contraste extrêmement spectaculaire entre cette réforme qui est une fausse réforme, une demi-réforme, puisqu'on n'a pas d'équilibre financier, pas de rééquilibrage à l'horizon 2030, et puis la crise politique qui, elle, est une vraie crise politique. Il y a aujourd'hui une rupture entre le président de la République et le Parlement, avec un gouvernement dont la survie ne tient plus qu'à un fil, avec la société civile et avec les citoyens, ce qui fait beaucoup. Et c'est vrai que ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes, c'est que une fois que la violence est partie, il est très très difficile de l'arrêter. Et la responsabilité d'Emmanuel Macron est majeure entre son silence pendant des mois, puis ensuite des petites phrases ou une intervention qui a quand même créé une coalition assez explosive entre aujourd'hui les syndicalistes, les travailleurs, les classes moyennes, les étudiants et les militants radicaux. Et c'est vrai qu'il va être très très difficile d'en sortir. Donc, je crois que c'est symbolique d'un quinquennat qui est un quinquennat mort-né, parce que le choix de ne pas faire de campagne présidentielle s'est révélé délétère. Quand on a voulu faire la même manœuvre pour les législatives, ça a donné une majorité qui est donc une majorité extrêmement relative. Ce quinquennat est placé sous... Il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de majorité, et il n'y a pas de stratégie. Et donc, on a un président qui est réduit à la solitude et à l'impuissance. C'est l'échec d'un homme qui est maintenant détesté dans beaucoup de strates de la société et qui a contaminé le pays quand même par son nihilisme. C'est l'échec de la méthode verticale et centralisée. Et puis, c'est un échec politique. Et pour moi, l'échec politique, c'est l'absurdité du « en même temps ». Le « en même temps » est un superbe slogan électoral. C'est une catastrophe parce que c'est le non-choix et c'est Mendès qui avait raison. Gouverner, c'est choisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est maintenant extrêmement dangereuse. On a une histoire qui accélère, on a des crises multiples, une crise énergétique, une crise financière, l'inflation, maintenant un risque de krach financier, une crise climatique, une menace stratégique majeure avec la Russie sur l'ensemble des démocraties européennes, et on a un pays qui est complètement à l'arrêt, et un pays qui est en passe de s'effondrer avec deux murs. Le premier mur vers lequel on se dirige tout droit, le mur de la dette, et puis le mur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc, à une crise politique, il n'y a d'issue que politique. Et je crois que plutôt que de donner du temps au temps et de continuer à vouloir perdurer un système qui va à la catastrophe, Emmanuel Macron devrait sérieusement se remettre en question. Que faire? Arrêter avec la communication politique, les histoires d'IVG dans la Constitution, les réformes sociétales ou effectivement la multiplication des voyages à l'étranger. Le problème aujourd'hui, c'est comment on remet la France debout.
Et donc, il faut le faire avec quelques priorités majeures. Avec qui le faire? Il faut chercher, si c'est possible aujourd'hui, une forme d'accord. Et comment on le fait surtout, il y a un vrai problème de changement de méthode et d'état d'esprit. La première chose qu'il faut remanier, c'est l'Élysée. C'est vrai que cette espèce de bunker autoritaire totalement centralisé où 2 personnes prétendent diriger un pays, ça ne peut pas marcher. Et si ça ne change pas, c'est vrai qu'on peut avoir non seulement des doutes, on peut avoir des doutes sur l'issue de ce quinquennat. En revanche, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ne se terminera pas sans un choc majeur sur notre pays, un choc financier et un choc politique. Isabelle de Goldman. Oui, alors je ne sais pas si on est face à un quinquennat mort-né. Je pense que c'est un peu hâtif de dire ça. Moi, j'aimerais mieux, parce que Lucie l'a rappelé, donc 2017, peut-être se rappeler tout simplement plus récemment 2022. C'est-à-dire qu'à l'issue des élections législatives, on s'est dit « Ah, on n'a pas vraiment de grande majorité, donc on va avoir enfin un régime parlementaire ». Et d'ailleurs, on a des instruments de parlementarisme rationalisé pour mettre ça en place. Et il me semble, et c'est ça la décomposition politique à laquelle on assiste aujourd'hui, que c'est un échec total. Et ce qu'on vient de vivre, c'est vraiment l'échec du parlementarisme rationalisé, l'incapacité, et pas seulement d'Emmanuel Macron, de l'ensemble des partis, ou en tout cas des partis de gouvernement, aussi bien à gauche qu'à droite, de former une coalition, ou du centre, de former une coalition, de soutenir un gouvernement, de soutenir un programme, et l'échec aussi du gouvernement de former cette coalition et de la tenir jusqu'au bout. Donc là, on a vraiment quelque chose, on se dit, finalement, en France, on n'est pas capable on n'est pas capable de faire du parlementarisme, du vrai parlementarisme à l'allemande, etc. Et même à l'italienne, où ça marche finalement mieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec cette espèce d'explosion du parlementarisme? Il me semble qu'il y a 2 choses. Il y a à gauche, effectivement, c'est peut-être plus facile à analyser qu'à droite, me semble-t-il. À gauche, on a une gauche qui a été complètement phagocytée par ces extrêmes, par LFI, par la NUPES, le côté le plus extrême, qui a renoué avec une tradition de gauche que moi je pensais perdue, mais finalement qui est revenue, antidémocratique. C'est quand on voit un certain nombre de paroles, de prises de parole de LFI, on a le sentiment quand même qu'on a une espèce de haine démocratique, une gauche qui se dit républicaine mais pas démocratique. Et ça, je trouve ça très étonnant. Et ça m'a rappelé, je crois que c'est le livre de Myriam Revaud-Dallon qui disait ça sur pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la démocratie. Elle expliquait bien qu'il y avait à gauche quand même cette espèce de courant non démocratique et qui n'était pas prêt à faire de la démocratie un horizon de sens. C'était à la limite un instrument, mais c'est tout. À droite, je trouve que c'est plus compliqué à analyser parce que, alors, c'est vrai que cette décomposition de la droite à laquelle on a assisté, de la droite classique, de la droite quand même de gouvernement, est étonnante parce qu'on a vu des gens qui votaient contre eux. C'est-à-dire que le fait d'augmenter l'âge à laquelle on prend la retraite, c'est une mesure de droite. C'est vraiment enraciné dans la droite. C'est Mitterrand qui avait baissé l'âge de la retraite à 60 ans et c'est ensuite, à part Marisol Touraine, toujours des mesures de droite qui ont essayer de rétablir l'équilibre. Et là, moi, je dois dire que je n'ai rien compris à ces élus de droite qui, d'un seul coup, se sont retournés contre eux-mêmes, en fait. C'est ça qui est très curieux. Et c'est là où on voit qu'on n'a aucune maturité parlementaire. Parce que, je ne sais pas s'ils vont retourner devant leurs électeurs, si ça va leur être finalement plutôt un gain qu'autre chose. Mais ce qui est assez curieux, c'est des élus, en plus dans une tradition quand même assez d'obéissance à droite, qui n'ont pas obéi à leur parti, qui finalement estiment que s'ils ont été élus, c'est pas grâce à leur parti, mais c'est grâce à eux-mêmes, qui sont en fait chacun un peu leur propre une forme d'autonomie ou qui en tout cas n'ont plus du tout de discipline de vote. Et je trouve que ce qui s'est passé à droite est très curieux. Alors c'est Bardella qui disait finalement chez les Républicains, il y a ceux qui sont proches de nous, ceux qui sont proches de Macron. Et effectivement, on se demande qui est-ce qui est proche du LR aujourd'hui, chez les Républicains. C'est assez curieux, ce parti, comme il s'est décomposé en quelques semaines. Et du coup, alors j'ai bien aimé ce qu'a dit Lucille sur le saucissonnage, effectivement, démocratie sociale, démocratie politique. C'est vrai que c'est peut-être un peu embêtant de séparer l'ensemble. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, dans la mesure où ce gouvernement n'a pas de majorité, est incapable de faire d'une coalition qui soit stable,
que la démocratie sociale était importante. En tout cas, il aurait fallu qu'il puisse s'appuyer beaucoup plus sur la CFDT. Et là, de fait, c'est complètement raté. Et sa dernière intervention de mercredi n'a même pas tracé de perspective par rapport à ça. On aurait pu avoir une espèce de... Voilà, il faut du grain à moudre, donc une espèce d'invitation à se réunir et pour rediscuter des salaires, etc. Donc, il n'y a rien eu. Alors, c'est vrai que la démocratie sociale ne suffit pas, mais là, en tout cas, elle a vraiment manqué. Jean-Louis Bourlange. Oui, je ne suis pas tout à fait sur la ligne, et non pas parce que j'appartiens à la majorité, mais sur la ligne de Nicolas quand il met plein feu sur le chef, c'est-à-dire sur le président de la République. Et je ne suis pas non plus sur la ligne de Lucie quand elle estime que c'est une réapparition du droit de gauche. Alors, sur Lucie, on y reviendra, mais c'est quand même une organisation ternaire de la société, et l'hostilité du Front National à la réforme en question est un élément central. Et c'est ce qui explique, Isabelle aussi, la contamination, comme vous le suggérez, la contamination d'une partie de la droite libérale par le FN. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas. Alors, je plaiderai coupable pour le président. Je ne sais pas si lui plaiderait coupable pour lui-même, mais je vois bien les défauts. Je vois bien qu'effectivement, il n'y a pas eu un projet politique qui a clairement affirmé lors des dernières élections l'idée de Macron, c'est que le projet avait été affirmé 5 ans plus tôt, qu'il avait été interrompu en fait, sans le dire, par les Gilets jaunes, en le disant par le Covid, et déréglé dans sa mise en œuvre par la guerre d'Ukraine, et qu'il s'agissait de reprendre la marche en avant. Son erreur, c'est de ne pas l'avoir dit. Donc on a eu un projet politique qui n'a pas été réactivé devant l'opinion. On a eu une réforme qui a été horriblement mal expliquée, et non seulement mal expliquée, mais qui a été expliquée dans des termes inadéquats. Je résume la situation. Comment peut-on proposer aux Français d'allonger la durée d'activité sur fond de dénonciation des carrières longues? Il y a quand même là un collapsus intellectuel évident. Il fallait choisir. Il fallait dire les Français doivent travailler plus. Il faut effectivement aménager le travail, faire des tas de choses à faire, et pas seulement sur les retraites, sur le travail des seniors, sur la formation permanente. La lutte contre le chômage a d'ailleurs contribué à augmenter la quantité de travail produite, sur la mise en mouvement des jeunes à l'issue de leur période de formation. Il y avait tout un ensemble de choses à faire, mais il ne fallait pas commencer à avoir les chocottes parce qu'on demandait aux gens de travailler. En réalité, comme le rappelait l'économiste Philippe Trainard récemment, ça se traduira par 6 ou 7 mois de plus de durée du travail. C'est complètement dément. La minceur de l'ampleur fait par rapport au trésor, aux débauches de mise en cause, la violence la plus inouïe depuis 40 ans, enfin tout un ensemble de choses démesurées. Donc elle a été mal expliquée, et enfin il y a toujours l'éternel ton du président de la République qui est le ton du donneur de leçons, qui est crispant, il faut dire, vous avez tort, etc. Si l'emploi est au coin de la rue, il y a toute cette façon de dire j'ai raison, vous savez pas, je vais vous expliquer la pédagogie. Ça agace, il faut dire. Bon, mais je crois, là où je suis pas d'accord avec Nicolas, c'est que je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus structurel que la mise en cause du président de la République. Les 3 derniers présidents ont été disqualifiés. Sarkozy, le sale môme en réalité aux yeux des Français, Hollande, le petit chose, et Macron, c'est Aignan. Aignan, le premier de classe du petit Nicolas, qui agace tout le monde, parce qu'il est meilleur que tout le monde. Ça, Dominique Chimpert l'avait dit. Et parce que quand il fait un mauvais coup à quelqu'un, et que ce quelqu'un veut se venger, Aignan lui dit « T'as pas le droit, j'ai des lunettes ». Ça, oui. C'est très Macron. Absolument, oui. Donc, on voit bien que... Mais ces 3 derniers présidents ont été délégitimés en profondeur. L'un n'a pas pu être réélu, l'autre n'a pas pu se représenter, et le troisième est moins d'1 an après sa réélection. Or, il a été réélu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été réélu, et le fait d'être réélu signifie quand même quelque chose. Ça signifie quoi qu'il a été réélu? Ça signifie qu'il n'y avait personne en face qui pouvait faire mieux.
C'est quand même ça le fond du problème. Il n'y avait personne en face, ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, qui était capable de s'imposer à la place de Macron. Et ça aussi, ça agace. Et alors, c'est pourquoi je trouve qu'en réalité, derrière tout cela, il y a une crise infiniment plus profonde de la démocratie française, une crise extrêmement grave, dont je crains des conséquences funestes à l'avenir, notamment l'arrivée de régimes de solutions clairement autoritaires, que je vois d'ailleurs plutôt à l'extrême droite, à la droite de la droite qu'à la gauche de la gauche. Mais et de quoi elle est faite, cette crise ? Premièrement, elle est faite de la fragmentation. Ce qui est absolument caractéristique de la société actuelle, c'est la fragmentation des désirs, la fragmentation des intérêts, la fragmentation des clientèles et le refus absolu de tout ce qui est un dénominateur commun, de tout ce qui est un compromis. Électoralement, ça signifie la disqualification du second tour. Les gens disent « j'ai voté pour lui au second tour », mais ça n'autorise pas à appliquer son programme. Si, ça l'autorise à appliquer son programme. Ça veut dire qu'au second tour, quelqu'un préférait que ce candidat-là réalise son programme plutôt que son adversaire. Mais ça n'avait pas pour objet de disqualifier son programme. Ben non, le second tour n'existe pas et Macron a beau avoir fait des scores bien supérieurs à beaucoup au premier et au second tour, il est quand même disqualifié parce qu'on est dans d'autres logiques. Et ces logiques sont des logiques de fragmentation. La droite est partagée entre son libéralisme et son populisme. Le macronisme lui-même existe sans dire grand-chose d'autre que ce que dit le président. Et la gauche est franchement divisée sur tout. Deuxième caractéristique, c'est l'insoumission. Je crois que là, s'il y a une idée géniale chez M. Mélenchon, c'est d'avoir inventé le slogan de la France insoumise. Ça, c'est la dimension anarchique, je dis ça sans pousser des grands cris d'indignation, le refus de l'ordre, le refus du commandement, le refus de l'obéissance, qu'elle soit républicaine ou pas républicaine, qu'elle soit violente ou qu'elle soit légale, c'est une donnée absolument fondamentale du pays. C'est-à-dire, on comprend, ce sont des gens qui tous se regardent, ne croient plus trop à la vie éternelle, ne croient plus trop à tout ça, se regardent, trouvent que leur condition n'est pas bonne, qu'il y en a d'autres, comme M. Arnaud, qui s'en fichent plein la lampe, ils sont pas contents et ils disent « je n'obéis plus ». Alors une société qui n'obéit plus, c'est très très difficile à diriger. Et la troisième caractéristique, c'est la contagion. C'est-à-dire que ces phénomènes, la contagion, à partir de ces réactions malgré la fragmentation et à partir de l'insoumission, c'est la contagion. Elle est favorisée par le mode de scrutin. Ceux qui disent qu'on est passé à l'équivalent de la proportionnelle, puisque toutes les grandes formations sont représentées, se trompent. En réalité, reste présent la logique majoritaire de l'écrasement des petits ou des moyens partis par le grand. On a vu à quel point LFI a pris en charge l'ensemble de la gauche avec la NUPES, et on voit que l'opération est en train de se dérouler à droite avec les propositions alléchantes de monsieur Bardella. Et ce qui m'a frappé, je termine par là, mais je donnerai une note personnelle, c'est les deux personnages centraux de la contestation, c'est-à-dire Berger sur le plan syndical et au sein du Parlement cette semaine, mon vieux camarade et grand ami Charles de Courson. Ce sont des gens qui viennent du centre, qui sont démocrates chrétiens en profondeur, même si la CFDT a sécularisé son engagement par rapport à la CFTC. Ce sont des gens qui défendent la réforme, qui défendent la modération, qui défendent l'état de droit et qui ont été comme rattrapés, happés, le premier par Martinez, et on voit maintenant qu'il est devant le déferlement d'une violence que tout en lui refuse. Et quant à Charles Amédée de Courson, mon camarade de promotion à la Cour des comptes, celui, je le dirais très simplement, le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous, celui qui était attentif à tous les débordements financiers, à toutes les choses, tout à coup, saisi par la débauche, saisi par le perfectionnisme, il se dresse, il dépose la motion de censure et il réunit une immense coalition, puisqu'à 9 voix près, cet homme seul réussit à avoir... Et j'ai pensé, en le regardant, à la fin de son discours, j'ai pensé à... Je le voyais, il était seul, grave, après un discours sérieux,
la NUPES l'applaudissant frénétiquement, avec toutes les caractéristiques d'hystérie de la NUPES, il était à la fois sans doute profondément fier et vaguement inquiet, et il m'a fait penser à un personnage cinématographique très précis, qui est le colonel Nichols, à la fin du pont de la rivière Kwai, quand il découvre qu'il a bâti un pont pour les Japonais. Lucille Schmitt. Oui, je crois que dans cette discussion assez palpitante, il y a plusieurs choses. D'une part, comment la pratique des institutions... Je ne suis pas complètement d'accord avec Jean-Louis sur ce qu'il a dit sur ceux qui sont saisis d'une certaine façon par la débauche, que ce soit Laurent Berger ou Charles de Courson. Le sujet, c'est comment la pratique des institutions par Emmanuel Macron et son gouvernement délégitime les institutions. Et c'est un vrai sujet sur le plan démocratique. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette pratique verticale, lorsqu'on a un gouvernement qui, au fond, passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis et qui donne le sentiment, c'est pas qu'ils ont mal défendu la réforme, c'est qu'elle était mal fagotée, la réforme. C'est que on est effrayé par la façon dont le lien entre les administrations et les ministres aujourd'hui ne fonctionne plus et dont, au fond, l'argumentaire évolue en fonction des réseaux sociaux. Deuxième chose par rapport à Isabelle sur la question de la droite, moi, je comprends très bien ce qui se passe à droite, me semble-t-il. C'est-à-dire que le sujet, c'est que siphonner l'électorat de Valérie Pécresse pendant la présidentielle ne signifie pas pour autant que la question de la dignité, du respect et de donner un avenir à un parti politique est disparue chez les élus de droite qui aujourd'hui n'ont pas rejoint Emmanuel Macron et qui considèrent tous ceux qui sont partis comme des traîtres et oui, des gens qui n'ont pas été loyaux. Donc il y a un sujet sur la loyauté individuelle et au fond, la politique, c'est pas seulement une question de rationalité électorale, c'est aussi une question de leadership et de capacité à se dire tiens, je vais représenter l'avenir de ma famille. Je ne sais pas si c'est les députés des champs et les députés des villes qui se sont opposés sur la question du vote RN et de la façon dont on dépend effectivement de ce vote Rassemblement national par rapport au service public et à la façon dont on prend en charge la précarité et la colère. Mais il me semble que lorsqu'Aurélien Pradier et consorts mènent la fronde, ils ont au fond une manière de dire non seulement, c'est pas Éric Ciotti qui leur importe, je pense que c'est vraiment Emmanuel Macron et la façon dont ils peuvent lui dire tu ne nous auras pas, nous, même si tu as eu Éric Woerth. Et je termine en disant que lorsqu'Emmanuel Macron évoque l'invasion du Capitole et la question et l'invasion des institutions brésiliennes, je pense que là, il y a un problème. C'est comment le fait d'être au courant de la géopolitique, d'avoir un langage châtié, etc., vous conduit à ne pas avoir de limites. Comment est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe en France et l'invasion du Capitole? Ce qui s'est passé jeudi... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Jean-Louis. Ce qui s'est passé jeudi est terrible. Il y a 400 blessés dans les forces de l'ordre. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Brésil, c'est pas beaucoup plus grave. Jean-Louis, juste je termine là-dessus. L'invasion du Capitole, c'est l'invasion du Parlement. C'est différent. C'est très différent, me semble-t-il. Mais j'ai pas envie du tout qu'on ait entre nous une invasion du Capitole. Isabelle de Golemin. Peut-être aussi rappeler la manière dont l'Assemblée nationale s'est fait encercler par la foule au moment où elle votait la motion de censure. Là, c'est vrai que c'est quand même des images un peu dures. Les injures contre soi sont terribles. Peut-être aussi se dire du point de vue du gouvernement, il y a sans doute une erreur aussi dans la manière dont ils utilisent la Constitution. On a eu le sentiment quand même qu'ils ont tout fait pour utiliser tout ce qu'ils pouvaient comme petite astuce pour ce qu'on appelle rationaliser le Parlement, c'est-à-dire finalement empêcher le débat. Ils ont vraiment utilisé toute la panoplie. Et quand on fait de la Constitution un espèce d'instrument technocratique et non plus un horizon de sens ou quelque chose qui est là quand même pour nous dire dans quelle démocratie on est, il me semble qu'on reçoit ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire qu'ils ont eu quand même une gestion très technocratique de cette Constitution et des institutions politiques, et finalement ils ont eu un retour de bâton assez sévère. Nicolas Vavrage. D'un mot rapide, évidemment, la crise de la Ve République, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Simplement, il l'a vraiment poussé à l'extrême par son mode de gouvernement. Et il n'a tenu aucun compte d'une rupture majeure qui était déjà intervenue avec les Gilets jaunes, qui avait été déjà le résultat de cette méthode. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la grande menace, c'est la fragmentation. Aujourd'hui, on n'est même plus au retour à la 4e République, c'était au moins le régime des partis. Là, c'est le régime des espèces de talents autoproclamés avec des mini-clubs et chacun se voit président de la République. On rêverait d'être dans le régime des partis, mais malheureusement, il n'y a plus de partis et ça, on l'a dit, à droite comme à gauche. Alors, comment on sort de ça ? C'est vrai que là où je pense que le président de la République est quand même très responsable, c'est qu'il a fermé la porte à toute issue politique.
de manière systématique dans son intervention. Donc, c'est vrai qu'il place vraiment il a mis le feu maximum sous une cocotte minute dont il a refermé, et c'est très dangereux. Alors, sur la retraite, il peut être sauvé en réalité par deux choses. Paradoxalement, par le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel... et il y a, ça a été rappelé, je pense, un motif sérieux sur l'utilisation, notamment du 47.1, c'est un texte budgétaire pour une réforme des retraites, et l'enchaînement quand même de tout l'arsenal du parlementarisme rationalisé pose aussi une question. Et puis, politiquement, en fait, le référendum d'initiative partagée peut-être aussi désarmer en partie la violence, en expliquant que plutôt que de brûler des poubelles, il vaut mieux apporter sa signature à une demande de référendum. La grande question qui est posée derrière, je le répète, c'est que on s'occupe des retraites, qui est une demi-réforme, mais derrière, j'insiste sur tous les problèmes majeurs qui pointent et face auxquels on a aujourd'hui un exécutif qui est complètement paralysé. Jean-Luc Bourlanges. Oui, je crois vraiment que la situation est beaucoup plus grave que celle de la mise en cause du président de la République. Je ne pense pas, j'ai dit à quel point le style du président pouvait poser problème, je ne pense pas que son interprétation de la Constitution ait été en soi coupable. Le 49.3 a été utilisé dans des conditions où nous étions défavorables à cet emploi, mais ça, chacun peut avoir son opinion. Le 49.3 est utilisé dans des conditions normales. Grâce à Charles de Courson, il y a eu une motion de censure. Donc, ce qui aurait été grave, c'est que la loi soit adoptée sans avoir un vote. On a eu un vote avec 9 voix pour des gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas faire tomber le gouvernement sur cette loi, donc ils acceptaient cette loi. 9 voix, ce n'est pas rien. Je vous rappelle que la République française, en 1875, est passée à 1 voix et que personne ne s'en est plaint sauf le maréchal Pétain, peut-être, qui l'a remise en cause. Donc, nous sommes dans un système de cet ordre. Le problème, en revanche, du fonctionnement des institutions, il est posé très clairement par le fait que le président, ça je crois que c'est une grave erreur de la révision de M. Sarkozy, fait que le président n'est pas rééligible dans son second mandat, ce qui fait qu'il n'a pas les moyens de rebondir, ce qui limite énormément sa possibilité d'intervention actuellement. Donc, par exemple, s'il dissout, il ne peut pas rentrer dans le jeu qui a été celui de François Mitterrand ou de Jacques Chirac, qui est de dire, montrez, faites vos preuves, et ensuite, nous jugerons entre vous et moi. Ça n'est plus possible. Et surtout, la fragmentation politique qui fait qu'on a une majorité, on n'a pas de majorité, et on n'a structurellement pas de majorité. C'est-à-dire, si demain il y a dissolution, il n'y aura vraisemblablement pas de majorité alternative qui sortira. On n'est pas dans la situation où on était du temps de M. Mitterrand et du temps de M. Chirac. Et donc, il faut bâtir quelque chose de différent. Et c'est très dur parce que les partis ne s'y prêtent pas. Et moi, c'est pour ça que j'ai proposé, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut prendre une initiative importante. Moi, le schéma que je proposerai, c'est que le président nomme un ou une première ministre qui garde ou qui ne garde pas la personne, Elisabeth Borne n'est pas le problème central, qu'on garde le gouvernement et que cette personne ait 2 mois pour mener à bien, un peu comme Mendès France avait demandé un ultimatum, avait posé un ultimatum pour régler la question indo-chinoise, et 2 mois pour sonder les formations politiques qui se reconnaissent des valeurs d'ouverture, de démocratie représentative, de solidarité sociale d'une grande partie de l'hémicycle, bâtir un projet autour de 4-5 grandes orientations pour les 4 ans qui viennent, demander aux gens de prendre leurs responsabilités, et s'il arrive à un accord à l'allemande, donc une sorte de négociation à l'allemande entre les formations politiques, avec le président qui s'effacerait, ce qui n'est pas la chose du monde la plus facile à obtenir. Et à ce moment-là, s'il réussit, on nomme un nouveau gouvernement qui obtient la confiance. S'il ne réussit pas, je ne vois pas d'autres possibilités que la dissolution. Mais la dissolution, il faut le savoir, ce sera une situation très, très difficile. En revanche,
l'une chose dont je suis sûr, c'est que si la réforme n'avait pas abouti, par exemple, de toute manière, l'autorité du président aurait été très, très gravement compromise et nous étions dans une situation, dans une absolue république du vide. Merci. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui du partenariat entre la Chine et la Russie et de sa signification. Tout juste investi d'un 3e mandat à la tête de la Chine, Xi Jinping s'est rendu en Russie lundi pour 3 jours. L'axe sino-russe répond selon lui à un triple critère, pas d'alliance, pas de confrontation et ne viser aucune tierce partie. Cherchant à renforcer le rôle de son pays sur la scène mondiale, Xi Jinping se présente en médiateur de paix, fort du rapprochement historique qu'il vient d'orchestrer au Moyen-Orient entre les rivaux iraniens et saoudiens. Alternative à une Europe désormais hostile, la Chine est pour la Russie bien plus qu'un soutien de circonstance. Cependant, la relation sino-russe est aussi traversée de méfiance réciproque, de rivalité ouverte et même de compétition féroce. En Asie centrale, dans l'Arctique et en Afrique notamment, la Russie redoute en outre depuis longtemps le poids économique, démographique et militaire de la Chine, en particulier dans son propre Extrême-Orient, dépeuplé et sous-développé. En matière de population et de PIB, le rapport est de 1 à 10 en faveur de la Chine. À 2 reprises au moins durant cette visite, Vladimir Poutine a reconnu la prééminence de la Chine, lundi, lorsqu'il a confié être un peu envieux de l'efficacité du bond en avant de son allié, et surtout mardi, quand il a préconisé l'utilisation du yuan chinois dans les règlements entre la Russie et l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Cette visite de Xi Jinping à Moscou nous ramène pour le coup à la grande histoire et au fait qu'on a vraiment un changement d'air avec ce qui s'est passé autour de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il y a les mots et puis il y a les faits. Dans les mots, on explique qu'entre la Chine et la Russie, ça n'est pas une alliance. C'est vrai qu'on est parti d'un partenariat qui est d'ailleurs ancien, puisque ça a commencé avec Boris Elstine en 1996, et puis il y a eu une série de traités en 2001, 2005, 2013, mais ça ressemble de plus en plus à une alliance stratégique, puisqu'aujourd'hui, entre la Chine et la Russie, on a des accords sur l'énergie, sur l'électronique, sur la finance avec un projet de dédollarisation, sur le nucléaire et sur la défense avec des manœuvres, sachant que la Chine, en réalité, aide Moscou dans son effort de guerre, mais en faisant attention, c'est-à-dire c'est des technologies duales, ce sont des semi-conducteurs, des pièces détachées. Pour l'instant, il n'y a pas de livraison d'armes à proprement parler. Le deuxième point, c'est que ce qui ressemble de plus en plus à cette alliance est clairement tourné contre la démocratie et l'Occident. Et ça a été rappelé encore très clairement à Moscou lors de cette visite. Et c'est une stratégie globale qui passe à la fois par cette alliance, par le rapprochement avec des pays comme l'Iran ou la Turquie. On a vu que c'est la Chine qui a fait ce qu'on pensait impossible, c'est-à-dire la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et donc, on a une stratégie globale d'encerclement de la démocratie, des démocraties et de l'Occident, en passant par le Sud. Donc la question que ça pose, c'est comment peuvent réagir les démocraties. Joe Biden convoque un deuxième sommet pour la démocratie. Le premier n'avait pas été très convaincant parce que on trouvait des régimes assez hétéroclites et dont certains avaient un rapport plus qu'éloigné à la liberté. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a une grande menace et que ça suppose que, un peu comme l'avait fait Kennan après George Kennan en 1946, qui avait défini l'endiguement de l'Union soviétique en reconnaissant la nature du régime, en expliquant qu'on allait le contenir militairement, mais qu'on ne voulait pas d'escalade et qu'il fallait travailler sur la société civile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une réflexion un peu globale avec, ça n'est plus l'Amérique de 45, que ce soit celle de Biden ou celle de Trump ou de
DeSantis. Donc il faut des piliers nord-américains, européens et asiatiques qui soient autonomes et indépendants, mais il faut une dissuasion militaire et technologique qui fonctionne. Il faut une capacité évidemment à ne pas entrer dans le jeu de l'escalade. Il faut également travailler sur le lien avec les sociétés civiles. Et la dernière chose qui est très importante et que vraiment on a perdu de vue, c'est qu'il ne faut pas perdre le Sud. Isabelle de Golemin. Oui, en fait, je suis moins inquiète que Nicolas parce que, alors peut-être à tort, je ne sais pas sur l'aspect Russie-Chine, je ne sais pas si c'est vraiment une menace aujourd'hui pour nous extrêmement évidente parce que quand on regarde un peu dans la grande histoire, justement, on s'aperçoit qu'il y a finalement assez peu d'affinité entre les deux partenaires, entre la Russie d'un côté et la Chine de l'autre. C'est-à-dire que traditionnellement, la Russie, elle est plutôt européenne. Elle n'a jamais été très intéressée par l'Asie. Et d'ailleurs, ce sont les Mongols qui ont envahi la Russie au XIIIe siècle et qui ont laissé un souvenir épouvantable. Et pour les Russes, en fait, les Chinois, c'est toujours des barbares. Ils sont assez méprisants envers tout ce qui est culture chinoise, alors qu'ils sont, malgré ce qu'ils disent, très attirés par la culture européenne. Et on se souvient aussi de l'affrontement Mao et Nikita Khrouchtchev. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on assiste plutôt à quelque chose d'assez pragmatique, d'un besoin des deux côtés d'avoir une alliance, mais je ne pense pas que ça puisse aller très, très loin par rapport à nous. Alors, effectivement, si on voit qu'est-ce que cherche la Chine par là, je ne suis pas sûre non plus qu'elle soit très intéressée finalement à un règlement rapide de l'Ukraine. Elle a dit un espèce de soutien un peu... c'est pas vraiment une neutralité, c'est plus une neutralité russe, on va dire ça comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas franchi la ligne rouge, qui serait la livraison d'armes létales. Par contre, effectivement, elle a besoin aujourd'hui de la Russie. La Chine a besoin de la Russie quand même, qui n'a pas du tout sa force économique, mais pour contester le nouvel ordre économique international, le nouvel ordre politique international et faire front par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment la Chine a endossé toute la rhétorique anti-OTAN de la Russie. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte d'alliance. Et puis, comme vous l'avez bien dit, aussi par rapport aux pays du Sud. Et là, on voit bien aussi qu'il y a tout un mouvement et de la Russie et de la Chine par rapport à l'Afrique. Mais on peut quand même se dire que pour l'instant, Pékin ne pourra pas aller tellement loin dans cette voie, ne serait-ce parce que Pékin a peur des sanctions américaines commerciales et qu'ils sont quand même un peu tenus par ça. Et que effectivement, il y a le problème de Taïwan. Et ce que l'Ukraine a montré, c'est que quand même, l'OTAN et les États-Unis seraient capables aussi de venir aider Taïwan. Enfin, et que la Chine ne pourrait pas faire comme la Russie a tenté avec l'Ukraine, tout simplement récupérer comme ça Taïwan d'un seul coup. Donc quelque part, je pense que pour Pékin, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Et je ne les vois pas, en tout cas aujourd'hui, déclarer la guerre à l'Occident. Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Moi, il me semble qu'il faut aussi tenir compte, j'allais dire, du casting. C'est-à-dire que, il me semble que ce qui est intéressant, c'est que Xi Jinping soit au pouvoir en Chine et Vladimir Poutine au pouvoir en Russie. C'est-à-dire qu'on voit bien, et on l'a vu il y a un peu plus d'un an maintenant, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a vu, me semble-t-il, une sorte de complicité des deux hommes sur la manière dont il faut prendre l'offensive et au fond ne plus accepter, du côté chinois notamment, le fait que la Chine est un partenaire économique fondamental, mais au fond doit, sur le plan politique, être profil bas. Xi Jinping porte l'idée d'une vision offensive de la présence de la Chine par rapport à ce nouvel ordre politique mondial. Il a d'ailleurs pas hésité, en termes d'influence en Asie centrale, au fond, à aller braconner, si je puis dire, sur les terres de la Russie. Et donc le sujet de qui est au pouvoir en Chine joue un rôle important, on l'a vu au plan interne. Xi Jinping n'hésite pas non plus à mettre de côté tous ceux qui pourraient être qualifiés, non pas de ses opposants, mais de ceux qui ne le soutiennent pas à 110%. Et donc ça joue un rôle dans cette espèce, me semble-t-il, de bonne entente entre la Chine et la Russie. Et cette question du leadership est au fond posée différemment en Chine de ce qu'elle était avant l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et au fond avant la façon dont il s'est affirmé depuis son arrivée au début de la décennie 2010. La deuxième chose importante, me semble-t-il, c'est qu'évidemment, la Chine est une très grande puissance économique, la première ou la deuxième selon la manière dont on regarde les choses en termes d'indicateurs, et ce n'est pas du tout le cas de la Russie. Donc on a cette asymétrie
asymétrie économique qui doit inviter à la fois les Européens, enfin surtout les Européens, après tout nous ne sommes pas américains, à regarder les choses peut-être un peu différemment en ce qui concerne leur relation avec la Chine. Comment peuvent-ils la structurer? On a vu comment Olaf Scholz s'est précipité à Pékin parce que l'Allemagne est un très grand partenaire, enfin que la relation entre l'Allemagne et la Chine est fondamentale sur le plan économique. On voit comment Ursula von der Leyen a tendance au contraire à prendre une position qui est plus proche de celle de Joe Biden. Et donc la question de comment est-ce que les États-Unis peuvent à la fois être contre la Russie et contre la Chine dans un même mouvement, ça c'est un point qui est posé. Comment est-ce qu'on organise sa politique étrangère en étant à la fois contre ces deux puissances dans une période d'instabilité, et comment est-ce que l'Union européenne peut de son côté avoir une position qui ne soit pas totalement alignée sur celle des États-Unis en ce qui concerne la Chine. Je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit considérer la Chine à égalité avec la Russie en termes d'animosité, en termes de volonté hégémonique? Je ne le crois pas. Jean-Luc Bourlange. Oui, je pense que la Chine a une attitude assez complexe puisqu'elle est à la fois le porte-parole des indifférents au conflit, tout le Sud global, qui ne veut pas s'en mêler, qui voit bien que c'est une guerre injuste, mais ne la condamne pas, et surtout ne s'associe pas aux sanctions contre la Russie, mais en même temps souffre, ce Sud global, des difficultés de la guerre. Et les Chinois ne veulent pas laisser à un pays comme l'Inde, par exemple, le monopole de ce porte-parole-là des frustrations. Donc il est très, très prudent et il est exactement dans cette ligne-là. On affiche une solidarité, une amitié éternelle, il y a des mots excessifs, mais on ne va pas très loin. Deuxièmement, il est obligatoirement protecteur de la Russie. Et c'est un protecteur économe de ses moyens et extrêmement intéressé. En réalité, vous avez raison de souligner qu'il y a des conflits permanents, des tensions permanentes entre la Chine et la Russie. Les routes de la soie ont été inventées pour contourner la Russie. La tension dans tous les pays, tous les pays d'Asie centrale est extrêmement vive. Il y a effectivement le problème de l'Inde qui est assez compliqué. Les Indiens, d'ailleurs, reprochent profondément à Poutine, je reviens d'Inde, hein, et les Indiens, même si les officiels ne le disent pas, tous les analystes le disent, les Indiens reprochent à Poutine d'être l'idiot, et les Chinois d'ailleurs partagent ça d'une certaine façon, d'être l'idiot inutile, dans cette affaire, puisqu'il renforce aux yeux des Indiens la Chine, et qu'aux yeux des Chinois, il renforce les États-Unis et l'Europe. Et en même temps, troisième chose, ce sont les adversaires privilégiés des États-Unis et de l'Occident. Le véritable défi, c'est pas la Russie. Les Chinois ont décidé que ça valait plus rien, qu'il fallait manifester la solidarité nécessaire, mais que ça ne valait plus rien. Alors, du coup, la question se pose, quel est le rôle que les Chinois vont avoir pour régler la guerre? La guerre, comment on peut la régler? On peut la régler par la libération du territoire ukrainien à la suite d'une victoire de militaires de l'Ukraine. Évidemment, c'est un affaiblissement considérable du camp autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. Les Chinois ne sont pas prêts à cautionner ça. On peut la libérer aussi par le processus, arriver à la paix par le processus inverse, c'est-à-dire la défaite totale de l'Occident, et ça, les Américains ne le tolèrent pas, et les Européens, derrière les Américains, ne le tolèrent pas. Si bien, et le troisième scénario, c'est celui d'une guerre prolongée, c'est-à-dire l'équilibre permanent, plus ou moins un conflit plus ou moins gelé au sein de l'Ukraine, qui est une situation détestable. Il me semble que le problème dans lequel nous sommes, c'est comme les Chinois ne peuvent pas accepter la défaite de la Russie, ils vont apporter ce qu'il faut à la Russie pour ne pas succomber. Comme l'Occident ne peut pas accepter la défaite de l'Ukraine, on va apporter ce qu'il faut à l'Ukraine pour ne pas succomber, et que le risque, sauf si les Ukrainiens démontrent une fois de plus des qualités héroïques, on risque d'avoir une situation extrêmement permanente de conflits gelés. Et c'est ça, je crois, le grand risque qui pèse sur nous. Je vous remercie. Je vous propose que, puisque l'heure en a sonné, nous passions à notre dernière séquence, la séquence des brefs, que j'ouvrirai en faisant, avec l'intuition magnifique, écho à ce que disait Jean-Louis
tout à l'heure dans notre premier sujet sur le rapport des Français à l'ordre et au désordre, parce que, inspiré par l'époque, je me suis plongé dans le dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone, publié aux éditions de l'Atelier, sous le titre « Les anarchistes ». Les dictionnaires sont des merveilles, tout le monde le sait, il n'y a pas d'endroit où on voyage mieux que dans un dictionnaire. Et Les anarchistes est un ouvrage dans la lignée du célèbre Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier créé par Jean Métron, le pionnier de l'histoire ouvrière. Les anarchistes tiennent que de nombreuses sociétés ont vécu sans autorité politique, et il y en a de deux sortes. Il y a la sorte de l'abbaye de Thélème, dont Rabelais écrit toute leur vie, étaient régis non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua, et toutes leurs règles tenaient en cette cause, fais ce que voudra. Et l'autre tendance, la tendance politique pourrait être résumée par cette adresse à la convention de Jacques Roux, le célèbre curé rouge. La liberté n'est qu'un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort de son semblable. La République n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolution s'opère de jour en jour par le prix des denrées auxquelles les 3/4 des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. Le despotisme qui se propage sous le gouvernement de plusieurs, le despotisme sénatorial, est aussi terrible que le sceptre des rois, puisqu'il tend à enchaîner le peuple sans qu'il s'en doute, puisqu'il se trouve avili et subjugué par les lois qu'il est censé dicter lui-même. On voit par là qu'il n'est pas anachronique de s'intéresser à ceux qui se sont réclamés. Vous cautionnez mon analyse, Philippe. Lucille Schmid. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais vous recommander une exposition photographique qui est aujourd'hui à la Fondation Henri Cartier-Bresson, une exposition photographique d'un photographe américain, Paul Strand. C'est assez magnifique parce que Paul Strand est connu pour deux choses différentes. D'abord, son goût de l'esthétique. Quand il commence ses premières photos, il y a un petit film qui s'appelle Manhattan dans cette exposition qui montre Manhattan avec des ciels, des nuages. Enfin, il y a quelque chose de très beau, mais de très esthétique. Et puis, au fond, l'exposition est consacrée à toute la vision politique, en fait, de Paul Strand, qui était membre du American Labour Party, qui a été obligé de quitter les États-Unis à cause du McCarthyisme, et qui a poursuivi d'une manière assez singulière une sorte de quête d'aller dans des lieux isolés, d'aller dans des lieux dans lesquels la précarité rurale est présente, et de prendre en photo donc ces familles dans la plaine du Pô, avec cette femme dont le mari a été battu à mort par les fascistes et qui survit avec, je ne sais plus si c'est 6, 8 enfants qui n'ont aucun avenir. Il y a une sorte d'esthétique qui transparaît à travers ça. Il va aussi aux Hébrides. Et en France, il habitait en France. Il est habité en France à Orgeval jusqu'en 1976. Il va en Charente et il prend sa photo la plus connue, qui est celle d'un jeune homme en colère. C'est un jeune homme qui nous fixe d'une manière incroyable. On sent cette colère contenue. Et lorsqu'il s'est expliqué, parce qu'à chaque fois, Paul Strand écrivait avec un écrivain un livre où il faisait parler les personnages qu'il avait pris en photographie, donc il associait un discours politique à ses photographies. Ce jeune homme nous dit qu'au fond, il n'en pouvait plus de sa mère. Je trouve ça assez extraordinaire, qui le martyrisait et qui l'empêchait d'être lui-même. Allez voir cette exposition, elle est magnifique. Isabelle de Golbin. Oui, alors puisque finalement on approche de Pâques, moi je voulais vous parler d'un livre qui est sorti il y a peu de temps, La fin de l'antijudaïsme chrétien, par Philippe Chenot, qui est un historien qui est français mais qui est au Vatican. Qui est tout à fait intéressant. Alors, c'est une belle histoire, ça finit bien, mais enfin, ça fait 20 siècles quand même. Il a fallu 20 siècles avant que l'Église, enfin, condamne ouvertement l'antijudaïsme avec Vatican II. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que on commence à voir aujourd'hui le travail des historiens, comme Philippe Chenot, qui travaillent sur les archives Pie XII qui ont été ouvertes par le pape François. Et on voit très bien comment Pie XII, on s'intéresse toujours beaucoup à ce que Pie XII a fait pendant la guerre, mais après-guerre, comment il a continué à rejeter tous les efforts pour que l'Église catholique reconnaisse sa responsabilité et dans la Shoah et dans l'antijudaïsme, etc. Et comment il a fallu attendre que Jean XXIII arrive pour qu'il y ait enfin cette espèce d'ouverture. Et du coup, ce livre est très, très émouvant parce qu'il parle à la fois de Jean XXIII et d'un autre personnage très intéressant qui est Jules Isaac,
des fameux Malais Isaac, sur lesquels vous avez tous étudié votre histoire, et qui était donc un professeur juif français, et qui a beaucoup fait avec Jean XXIII pour ce rapprochement, et passer comme ça d'une théologie du mépris, ce qu'il appelait une théologie du mépris par rapport au judaïsme, à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et c'est vrai que l'un et l'autre, on va fêter cette année l'anniversaire de leur mort, parce que les deux sont morts en 1963. Nicolas Bavrez. 2 recommandations. D'abord, dans la ligne de ce qui a été dit sur l'histoire longue entre la Chine et la Russie, Gérard Haraud vient de publier Histoire diplomatique. C'est une espèce de parcours dans le jeu des grandes puissances, de la guerre de succession d'Espagne jusqu'à l'Irak, en passant par le Congrès de Vienne ou le traité de Versailles. C'est très intéressant. Et au passage, ça nous montre qu'il est sans doute aussi déraisonnable de prétendre faire de la diplomatie en supprimant le corps diplomatique que de vouloir faire de l'industrie sans usine. C'est ce que pense Gérard Haraud, en tout cas. Je pense que c'est... Une deuxième recommandation sur un tout autre plan, c'est un livre qui sort vraiment de l'ordinaire et de tous les cadres, qui a été écrit par Nicolas Menet, qui est un jeune sociologue qui avait 43 ans et qui vient de mourir d'un cancer cérébral, ce qu'on appelle un glioblastome de type 4. Et durant les dernières semaines de sa vie, il a fait le pari d'écrire un livre qui est à la fois un témoignage et un plaidoyer où il explique le parcours et la manière dont, finalement, il a réussi à renverser la perspective en faisant d'une mort annoncée un parcours de fin de vie. Et il plaide à la fois pour, évidemment, l'amélioration des soins palliatifs, mais aussi pour le changement de la loi Claes-Leonetti, et pour que chacun puisse choisir à la fois un projet de fin de vie et puisse effectivement décider de sa fin de vie. C'est un livre qui est aussi assez extraordinaire parce que l'atteinte de la maladie, puisque c'est une tumeur cérébrale, était telle que c'est un livre qui a été dicté par à Cortana, qui est l'assistant personnel de Microsoft, et volontairement. Donc, le livre restitue vraiment ce qu'il était au fil de ces dernières semaines. Jean-Luc Bourlange. Oui, c'est absolument impressionnant. Moi, je voudrais recommander alors justement le livre qui a été fait sous la direction d'un diplomate professionnel, même s'il est à la retraite, Michel Duclos, qui anime, comme chacun ici le sait, la section, si je puis dire, de politique étrangère de l'Institut Montaigne, et qui vient de publier un livre qui s'appelle « Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde », qui est un 22 regards internationaux après l'agression russe. Alors, c'est un livre, vous trouvez effectivement quantité de 22 témoignages très différents. C'est ça qui fait la valeur de ce livre, c'est qu'on a, face à une crise qui appelle des regards extrêmement polycentrés, on a ce polycentrisme au sein de cet ouvrage. C'est précédé par une longue et très stimulante préface de Michel Duclos lui-même, qui analyse bien, et je dirais que ça me donne l'impression de la double leçon que nous pouvons d'ores et déjà tirer, bien que rien ne soit terminé, de cette guerre d'Ukraine. C'est certes une résistance assez bonne de l'Occident et même de l'Europe, qui, contrairement aux prévisions de M. Poutine, a réagi de façon ordonnée et responsable face à l'agression dont l'Ukraine était l'objet, mais en parallèle et un peu en contradiction, c'est un élément clé de la marche à la désoccidentalisation du monde. Lyautey disait en 1914, quand on lui a appris que la guerre était déclarée entre la France et l'Allemagne, mais ils sont fous, c'est la guerre civile. Là, Duclos et ses amis ne citent pas cette phrase de Lyautey, mais on a quand même l'impression que, quelles que soient les évolutions de la Russie au cours des 30 dernières années, c'est quand même un pari qui était celui de l'Occident, dans sa forme libérale et dans sa forme bolchevique,
qui se déchire face à l'émergence de représentations du monde et de l'avenir qui nous sont radicalement étrangères. C'est quelque chose de très impressionnant, et je pense que quand la mer se retirera, pour parler comme Warren Buffett, on verra que les Occidentaux n'ont pas forcément un maillot de bain. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium auquel vous pouvez vous abonner très facilement. D'ailleurs, vous le faites chaque semaine un peu plus. Il vous suffit d'aller sur notre site et de cliquer sur l'onglet « Lisez-nous ». Je remercie Nicolas Tourneau qui veille précisément à ce site, Olivier Magloire qui s'occupe de tout ce qui concerne les plateformes, Mathéo Gillet qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes, et je vous donne rendez-vous à l'école alsacienne dimanche prochain. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, depuis déjà plusieurs semaines, sur notre site. Merci, à dimanche et à mercredi pour le 3e et dernier de nos Bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné avec Philippe Martin, producteur de cinéma.